Les origines du cinéma scientifique. Les pionniers. Dédié à l'astronome Janssen, au photographe Muybridge et au physiologiste Marey, ce film d'enseignement en 6 parties démontre les origines scientifiques du cinéma. En 1873, l'astronome français Janssen informa l'Académie des sciences de Paris de son intention d'utiliser un revolver photographique pour enregistrer un événement astronomique important, le passage de Vénus devant le Soleil. Ce projet est considéré comme la première recherche scientifique utilisant des techniques cinématographiques. Ici, au musée du cinéma à Paris, est conservé un appareil qui peut être considéré comme l'ancêtre de toutes les caméras cinématographiques modernes. C'est le prototype du revolver photographique de Janssen, construit en 1873 par l'horloger Eugène Deschia. Sur la face avant, on voit le rouage d'horlogerie, la fenêtre d'admission de la lumière et le mécanisme obturateur. De l'autre côté, on peut voir la plaque et son support cranté, animé d'un mouvement intermittent par la came qui se trouve ici. Janssen et son équipe allèrent au Japon pour tenter d'enregistrer le passage de Vénus. L'idée était d'orienter vers le Soleil le miroir d'un héliostat et de projeter l'image reflétée dans un télescope horizontal, lui-même équipé d'un revolver, capable d'enregistrer 48 images en 72 secondes. La firme Rédier fabriqua ce nouveau modèle. Janssen essaya cette première caméra cinématographique scientifique conçue pour l'enregistrement image par image au Japon, à Yokohama, en décembre 1874. La configuration technique de cet appareil fut décrite dans le journal scientifique La Nature. On le voit ici de face, de profil et dans un éclaté. Le compartiment supérieur, coloré en orange, contient le mouvement d'horlogerie qui entraîne tout le mécanisme. Le disque obturateur est en bleu et la partie jaune est la plaque daguerrienne. La lettre F montre l'emplacement de la fenêtre qui permet à l'image venant du télescope de pénétrer dès qu'elle se trouve dans l'alignement de l'une des 12 ouvertures du disque obturateur. La plaque daguerrienne s'arrête à chaque fois qu'une image traverse l'ouverture permanente et celle de l'obturateur. Sur cette plaque originale, Janssen a enregistré une simulation de cet événement astronomique. Sur l'une des images de cette plaque, nous pouvons observer la surface d'un des cadres exposés et la ligne courbe représentant le bord du Soleil. Le petit disque est la planète Vénus en train de passer devant le Soleil. Voici le film des images de la plaque de Janssen. Dans cette animation des images originales, le mouvement est accéléré 30 fois. Quelques mois avant que l'événement n'ait vraiment lieu,
Janssen avait présenté une simulation de ce transit à l'Académie des sciences. Cette plaque du véritable passage de Vénus est conservée au Science Museum de Londres. Elle fut enregistrée par des astronomes britanniques qui utilisèrent une autre version de l'appareil de Janssen. Ces marques donnent l'heure exacte d'enregistrement de cette soixantaine d'images. Pour la première fois dans l'histoire de la science, un instrument automatique avait été utilisé pour enregistrer un phénomène dynamique en une série d'images dont l'analyse pouvait être différée dans le temps. À la différence de Janssen, le physiologiste français Maret travaillait sur la locomotion des êtres humains et des animaux. Il publia ses résultats l'année même où Janssen préparait son premier appareil. Avant d'utiliser la photographie, Maret avait inventé une méthode d'enregistrement graphique fondée sur la transmission pneumatique. Des impulsions étaient émises par des capteurs placés sur des chaussures spéciales tant que le poids du corps les maintenait au sol. Ces signaux étaient enregistrés sur un kymographe. Ici, une des chaussures originales utilisées au cours de ces expériences et qui se trouve conservée au musée Maret, à Beaune, en France. Maret appliqua aussi cette méthode à l'étude du vol des oiseaux. Bien que ce surprenant manège fût assez compliqué, l'oiseau pouvait bouger assez librement pour que ses mouvements puissent être enregistrés. Maret calcula aussi la fréquence des battements d'ailes en vol libre en utilisant à la fois des signaux électriques et pneumatiques. Il étudia également le mouvement des jambes des chevaux. En effet, l'œil humain n'est pas capable d'analyser une succession de mouvements aussi rapides. Cette technique de recherche permit une étude très détaillée. Voici d'autres éléments de cet équipement expérimental utilisé il y a plus de 100 ans. Un stylet traçait des diagrammes qui représentaient, selon cette méthode d'enregistrement graphique, la relation spatio-temporelle des jambes du cheval à chaque type d'allure. Cette séquence, extraite de La naissance du cinéma, film français réalisé en 1946 par Roger Lénart et l'historien du cinéma Georges Sadoul, est une reconstitution de la méthode d'enregistrement de Maret pour l'analyse de la locomotion du cheval. Chaque contact d'un sabot avec le sol est enregistré sur le kymographe tenu par le cavalier. À cette époque, les courses de chevaux étaient un sport très populaire et suscitaient le plus grand intérêt du public. En 1873, Maret acheva sa recherche sur la locomotion du cheval et il publia ses résultats dans son livre « La machine à l'animal ». À peu près à la même époque, à San Francisco, en Californie, il semblerait que le photographe Muybridge ait pris un instantané de la silhouette d'un cheval au grand galop. Malheureusement, personne n'a jamais retrouvé l'original. Edward Muybridge, un photographe né en Angleterre et déjà célèbre sur la côte ouest des États-Unis, comme en témoigne cette publicité, publia en 1877 une photographie largement retouchée d'un cheval au galop. L'année suivante, il réussit à faire imprimer une série non retouchée d'électrophotographie automatique.
Elles étaient prises au 2 millième de seconde et à 1/25e de seconde d'intervalle. Le format de chaque prise de vue était à peu près celui d'un négatif actuel de 35 mm. Cette carte, destinée à être commercialisée, présente au verso une analyse écrite et détaillée du cycle de toutes les positions des jambes d'un cheval au trot. Comme elle devenait de plus en plus populaire, l'œuvre de Muybridge fut caricaturée dans des bandes dessinées de magazines californiens. Mais Muybridge fut aussi reconnu par des publications sérieuses, telles que The Scientific American. Ce journal consacra une pleine page de couverture et plusieurs articles à ses travaux. Les photographies de Muybridge furent également publiées en France. En fait, elles encouragèrent le physiologiste Marey à utiliser la photographie pour ses propres études. À Palo Alto, en Californie, Leland Stanford fit construire dans son ranch une piste expérimentale spéciale. Ce politicien milliardaire et propriétaire de chevaux de course chargea Muybridge de mener à bien ses expériences. Une série d'appareils photographiques était alignée le long de la piste. L'aire de prise de vue était dotée d'un fond blanc jalonné de marques de référence. Chaque appareil photographique possédait 2 objectifs et prenait 2 images à chaque exposition. Dans cette reconstitution extraite de La naissance du cinéma, nous voyons les nouveaux obturateurs électromécaniques munis de déclencheurs automatiques à distance. Cet extrait d'une animation allemande des années 30 montre les modalités d'un déclenchement automatique. Les journaux hippiques publièrent le résultat des analyses de Muybridge et donnèrent au lecteur la possibilité de décomposer les phases d'un pas complet et de comprendre la complexité du mouvement des 4 jambes, ce qui n'aurait pas été possible auparavant. Cette image est extraite d'une série des 8 phases du petit galop d'un poney. On y voit le jeune fils de Mr. Stanford, photographié par Muybridge, pour faire plaisir à son sponsor. Le squelette d'un cheval avait été spécialement préparé et photographié dans plusieurs positions pour permettre une meilleure compréhension de la physiologie du mouvement. Parallèlement à ses recherches sur les chevaux, Muybridge fit des séries de photographies d'athlètes en action. Quelques-unes de ces séries d'images devinrent très populaires et furent imprimées afin d'être utilisées dans des jouets optiques tels que le zoetrope, également connu sous le nom de Wheel of Life. En Europe, les photographies de Muybridge commençaient à être très connues. En France, le zoetrope ou le phénakiskyskope, son devancier, était proposé au public dans les pages de magazines comme l'Illustration ou la Nature. À partir de ces photographies, Muybridge fit des copies en couleur sur des disques de verre, ce qui lui permit de les projeter en public. Dans la plupart de ces images peintes, la forme des silhouettes était modifiée pour compenser la distorsion optique due à la rotation du disque. Ici, l'allongement du corps du lion est particulièrement marqué. Muybridge construisit aussi un projecteur, le zoopraxiscope, pour montrer des images animées au cours de ses conférences publiques.
C'est au Muybridge Museum à Kingston, sur la Tamise, près de Londres, qu'est exposé l'exemplaire original du zoopraxiscope à côté de sa réplique moderne. Pour les exigences de ce film, on a, une fois encore, utilisé ce premier zoopraxiscope, qui fonctionne encore très bien, mais en utilisant une source de lumière électrique moderne. Sur cet appareil de Muybridge, le changement de disque est très facile. C'est au cours de l'hiver 1881 que Muybridge présenta ses images animées au physiologiste Marey, au peintre Meissonnier et à d'autres scientifiques et artistes à Paris. Les séquences qui suivent ont été animées à partir des disques originaux de Muybridge. Après avoir vu les images projetées par Muybridge, Marey se rendit compte de l'importance de la photographie en série pour sa propre recherche et il conçut lui-même un appareil pour saisir le mouvement. On voit ici le fusil photographique inventé par Marey en 1882 lors d'une démonstration faite par un des assistants de Marey. Cette gravure, destinée à la publication, avait été réalisée d'après une photographie originale, probablement prise par Marey lui-même dans sa résidence d'hiver à Naples, en Italie. Le magazine français La Nature publia le premier reportage sur cette nouvelle invention photographique. Voici les dessins du fusil entier et de ses parties principales. La boîte cylindrique fixée au canon contient une plaque sensible couverte d'une émulsion sèche, animée d'un mouvement de rotation. On pouvait y enregistrer 12 images à la seconde. La plaque était octogonale ou ronde et mesurait moins de 10 cm de diamètre. Grâce à cet appareil, la prise de vue d'objets en mouvement devenait possible. Ainsi, Marey put-il analyser les mouvements des ailes des oiseaux. Le fusil photographique possédait un magasin indépendant qui permettait le chargement successif de 25 plaques. Cette maquette de magasin est exposée au Dutch Film Museum à Francfort. On voit comment les plaques de verre y étaient rangées. Le fusil photographique de Marey, inspiré du revolver photographique de Janssen, représente un progrès, tant conceptuel que technique, sur la photographie en série développée par Muybridge. En pressant sur la détente, un mécanisme d'horlogerie se met en marche. Il entraîne un disque où peuvent être enregistrées 12 images à la seconde. Chaque exposition dure 1/720e de seconde. Nous voici près de Beaune, devant la maison qui appartenait à Marey, pour une démonstration détaillée du fonctionnement du fusil photographique original. Une plaque est dégagée du magasin et mise en place. Le ressort de l'obturateur est armé. Le fusil est alors prêt pour la prise de vue.
Lorsque l'une des plaques est exposée, elle se replace dans le magasin. Une nouvelle plaque s'installe dès que le mécanisme du magasin est positionné. Le fusil est à nouveau prêt à l'emploi. À la même époque, Marey introduisit un autre type d'appareil. Une manivelle servait à faire tourner un obturateur à plusieurs fentes. Mais la plaque sensible demeurait immobile. Ce nouvel appareil fut baptisé le chronophotographe. Il marquait une nouvelle et importante étape dans la technique de l'enregistrement du mouvement par une seule caméra. Il constitue le lien technologique entre les premiers appareils photographiques et les caméras ultérieures. Voici une démonstration de cette nouvelle technique. Sur un fond noir, un modèle animé se détachait en blanc. L'enregistrement des images successives pouvait être fait sur une même plaque grâce à la très faible sensibilité de l'émulsion qui autorisait de multiples expositions. Cependant, si la cadence de prise de vue s'accélérait, les images se chevauchaient. Malgré cela, on a quand même réussi aujourd'hui à animer les anciennes plaques. Cette reconstitution, extraite de la naissance du cinéma, montre de quelle façon Marey a modifié sa méthode d'enregistrement. Il se servait d'un modèle complètement vêtu de noir. Les parties du corps dont les mouvements devaient être enregistrés portaient de fines lignes et des points blancs. Les mouvements rapides laissaient sur la plaque comme des traînées blanches, les parties en déplacement lent étant définies beaucoup plus nettement. Voici l'enregistrement d'un saut. À partir de représentations schématiques, dont ces plaques étaient le point de départ, Marey acquit de bien meilleures informations analytiques. Certaines de ces images avaient aussi une valeur esthétique. La surimpression d'images successives nous permet de recréer le mouvement original. En combinant la technique du fusil photographique et celle du chronophotographe, Marey conçut un appareil à plaque tournante. C'est probablement lui que nous voyons sur cette plaque, prise au cours d'un test avec le nouvel appareil photographique. Cette maquette, exposée au Musée national de technologie de Prague, représente la station expérimentale de Marey, fondée par le Collège de France en 1882. Voici la station physiologique initiale, qui n'existe plus maintenant. Plus tard, une tour fut construite pour placer un appareil chronophotographique en surplomb. Sur cette ancienne gravure, nous pouvons voir un chronophotographe dans une cabine montée sur rail. De cette façon, il était facile de déplacer l'appareil pour obtenir le champ de prise de vue désiré. Le temps de pause était contrôlé par un système de contrepoids qui imprimait un mouvement de rotation au disque obturateur. Des expériences furent aussi effectuées à Naples, dans la villa de Marey. Ce chronomètre, exposé à la Cinémathèque française, servait à mesurer la vitesse du mouvement et à contrôler le temps de pause. La position de la flèche par rapport à ces marques indiquait les intervalles d'exposition. Au printemps 1884, Marey publia les résultats des études physiologiques sur la locomotion
menée avec les techniques de la chronophotographie. Le ministère de la Guerre français chargea Maret d'analyser la posture des soldats et leur façon de se déplacer. Maret examina la trajectoire et l'accélération d'objets physiques, la vibration d'une baguette, la rotation dans l'air d'un bâton ou de deux boules reliées l'une à l'autre par une ficelle et le rebond d'une balle. Il enregistra au moyen de cet appareil le vol d'une libellule attachée à un pivot. De la poussière d'or sur les ailes de l'insecte retraçait les mouvements du vol. Maret fut aussi impliqué dans les premiers essais de machines volantes. Avec son appareil chronophotographique, il obtenait un grand nombre de données, sources d'analyse détaillées. Les photographies permettant d'étudier une mouette en vol furent prises à 50 images secondes. Afin d'obtenir des images nettement dissociées à cette vitesse-là, Maret inventa un système pour prendre alternativement des vues sur deux zones distinctes d'une même plaque. Lorsque ces images étaient passées au phénakistiscope, le cycle d'un seul battement d'aile pouvait être ralenti jusqu'à 5 fois. Pour approfondir sa connaissance de la physiologie des oiseaux en vol, Maret élabora un système complexe de prise de vue synchrone depuis 3 points formant entre eux des angles droits. Il ne put qu'en partie concrétiser son idée, mais il obtint cependant d'importants renseignements en 3 dimensions. Quelques-unes de ces images sont particulièrement belles. De très bonnes images d'un oiseau se dirigeant vers l'appareil sans le moindre déportement latéral furent prises à l'aide d'un appareil spécial. La ligne rouge indique la position de la plaque, la ligne sombre l'obturateur tournant et l'objet bleu est un miroir mobile. Avec ce dispositif, Maret obtint une série d'images déportées latéralement d'un oiseau volant vers l'appareil. Cette technique est l'ascendante directe de celle employée dans certaines caméras modernes ultra rapides, plus d'1 siècle après les premières expériences de Maret. Une partie du dispositif original de contrôle de la position du miroir mobile est parvenue jusqu'à nous. Elle peut être vue au musée Maret à Beaune. Les matériaux visuels réalisés avec le chronophotographe permirent à Maret de commander la fabrication d'une très intéressante œuvre d'art. Un sculpteur de Naples créa une pièce de bronze représentant les silhouettes entremêlées d'un oiseau en plein vol, authentique reconstitution de son déplacement dans l'espace. Cette sculpture, quoique réalisée dans un but scientifique, annonce certaines œuvres d'art du mouvement futuriste. Extirpant chacune des positions de ces oiseaux entremêlés, Maret réussit à séparer les silhouettes en 3 dimensions pour montrer les phases successives d'un battement d'aile complet.
Une copie de ces sculptures fut présentée dans un grand zootrope. Aujourd'hui, beaucoup de ces zootropes sont exposés dans des musées dans le monde entier. En regardant à travers les fentes de cet appareil, nous voyons l'oiseau qui semble voler au ralenti. En changeant de point de vue, nous pouvons voir les oiseaux venir vers nous ou s'éloigner. Cette animation est réalisée avec les modèles de Marey. Par ses recherches chronophotographiques, Marey est considéré comme un pionnier de l'aviation. Dans les années 1880, les travaux d'Edward Muybridge furent sponsorisés par l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Il prit environ 20 000 photographies en série pour l'étude de la biolocomotion. Si Marey utilisait déjà un appareil à objectif unique, Muybridge se servait encore d'un appareil à 12 objectifs, auquel s'en ajoutait un 13e pour la mise au point. Au dos de l'appareil, nous pouvons voir la série des obturateurs commandés électriquement. Combinés à un mécanisme d'horlogerie, ces obturateurs lui permettaient de prendre rapidement des photographies successives. Un chargeur unique était doté de 12 châssis carrés. On offrit à Muybridge la possibilité d'installer un studio en plein air dans la cour de la faculté vétérinaire. Voici son équipe à côté de l'installation. Ce croquis original montre l'agencement de cette installation. Ici, nous voyons les positions des 3 caméras. Cette animation montre la technique de prise de vue synchrone. Le modèle est vu par la caméra centrale. Dans ce catalogue figurent les 781 planches publiées en 1887 par Muybridge. Les données de chaque planche sont énumérées dans des colonnes. Numéro d'identification, indication du sexe et description du costume du modèle. Puis nombre d'images pour les différentes phases d'un même mouvement. Le tout est classé selon les différents angles de vue, de profil, de face ou de dos. Enfin, le 3e groupe de données précise au millième de seconde près les intervalles entre chaque prise de vue. En tout, 95 planches ont été consacrées aux chevaux et 123 à d'autres animaux. Quelques-uns ont été photographiés au zoo. Parfois, Muybridge réussit à prendre des oiseaux en vol. Cette série de dessins illustre bien l'utilisation scientifique de ces planches pour l'étude de la démarche des animaux. Ces animations ont été réalisées en réenregistrant chaque image d'une même planche sur un seul cadre d'une pellicule. Le cycle complet d'un mouvement se trouve répété plusieurs fois. Ici, pour améliorer la qualité, le fond a été changé. Plus des 2/3 des planches décrivent des sujets humains. Parfois, Muybridge lui-même apparaît comme modèle. Dans ses archives photographiques, à côté de personnes au travail,
on trouve quelques séries représentant des mains en mouvement. Ce sont des précurseurs de la technique du gros plan. Ces animations ont été faites à partir des prises de vue de face et de profil. Ces mains battant la mesure ont été prises à un intervalle inférieur à 1/5 de seconde. Lorsque l'on regarde successivement les images de la première et de la troisième rangée, on a l'illusion d'un tour complet autour du sujet. Cette particularité peut être observée sur une planche montrant une femme qui fait semblant de donner la fessée à son enfant. Le modèle numéro 42 fait le saut de la mort. Un pigeon entre dans le champ de l'appareil placé dans le second angle. L'intervalle entre chaque image est de 1/10 de seconde environ. La faculté de médecine demanda à Muybridge une documentation photographique sur quelques cas de locomotion anormale. Ce cas d'obésité n'en faisait pas partie. Muybridge l'intitula « Se soulevant du sol ». La gymnastique était l'un de ses principaux sujets d'étude. Ce modèle portait une baguette fixée à ses hanches pour faciliter la mesure de leurs oscillations. Mais certains des travaux de Muybridge demeurent ambigus, même s'ils lui avaient été commandés dans un but scientifique. Quelques images semblent avoir un intérêt commercial. Les artistes utilisaient celles-ci à la place de modèles vivants. De nombreuses planches extraites de la collection publiée sous le titre « Locomotion animale » montrent des modèles faisant des actions simples, comme cette personne qui fait semblant d'avoir honte. Dans ce genre de cas, Muybridge préfigure le comportement d'un metteur en scène de fiction. Des universités, des artistes de renom, des scientifiques du monde entier achetèrent des sélections de planches de Muybridge. Muybridge passa les dernières années de sa vie à faire des conférences sur ses travaux. Il les étayait par des projections animées. En 1888, Marey réussit à enregistrer des images sur un petit rouleau de papier photographique mis récemment en circulation. Mais la première version de sa caméra n'était opérationnelle qu'à l'intérieur d'une chambre noire, tandis que le modèle suivant fut portable. Cette petite boîte contenait le mécanisme qui assurait le mouvement du film. Le musée de Beaune possède cet appareil centenaire, construit en 1888, qui constitue la transition entre le chronophotographe sur plaque fixe et la caméra définitive de 1890-91. Ici, l'on plaçait la bobine débitrice qui était chargée d'un film de papier sensibilisé, lequel film défilait devant la fenêtre et se réenroulait sur une bobine réceptrice.
Ces dessins ont été faits d'après une des premières bobines sur bande de papier. Ils furent publiés en juillet 1889 dans le magazine scientifique Archives de physiologie. La caméra de Marey atteignit sa forme définitive peu de temps après. Ce chronophotographe, qui marchait déjà avec du film celluloïde, enregistrait des images sur des cadres séparés, sans qu'elles se superposent comme auparavant. Cette animation en montre le fonctionnement. Quelques modèles originaux, exposés dans différents musées, sont encore en état de marche. Cette gravure d'un cinéaste filmant l'intérieur d'un aquarium au chronophotographe a été publiée par La Nature en 1890, c'est-à-dire 5 ans avant la première projection de films de divertissement. À l'aquarium de Naples, Marey étudia les animaux aquatiques et il analysa leur locomotion sous de multiples angles. Aujourd'hui, il nous est possible d'animer ces prises de vue. Ces photographies ont été prises sur des cadres verticaux en 1891. Les historiens du film y font référence sous le nom de La Vague. Ce document est probablement l'un des premiers films tournés à la station physiologique de Paris. Les années suivantes, Marey et son associé Demény continuèrent à étudier la locomotion humaine. La plupart de ces séquences animées ont été faites en filmant 2 fois chaque photogramme. À la même époque, Marey reprit ses recherches dans son domaine de prédilection, la locomotion animale. Mais, et on le comprend, il revenait souvent à son sujet favori, le cheval. À partir de ces enregistrements, il amassa énormément d'informations scientifiques et les reproduisit sous forme de diagrammes. La chronophotographie permit à Marey de faire des gros plans horizontaux sur les jambes des chevaux. Car pour pouvoir utiliser au mieux le film, il n'était disponible qu'en petite longueur à cette époque, l'appareil pouvait être renversé sur le côté et la hauteur du cadre modifiée. Cette photographie d'archives du Collège de France semble suggérer que Marey essaya aussi de filmer simultanément le même sujet avec 2 appareils. Pour étudier la locomotion avec ce nouveau véhicule, Marey appliqua à la fois l'ancien système de la chronophotographie à plaque fixe et le nouveau système du film mobile. En 1892,
Marais essaya de construire un appareil de projection qui permette le visionnement répétitif des cycles de mouvement. Mais les résultats ne furent pas satisfaisants car le film n'était pas perforé. En revanche, il obtint de bons résultats en adaptant sa caméra à un microscope. Voici quelques exemples de ces micro-chronophotographies. Marais réalisa aussi des images stéréoscopiques de solides géométriques en faisant tourner des objets plats à 2 dimensions. Vers la fin du siècle, il fit des expériences en dynamique des fluides. Grâce à ces études, il fut considéré par la suite comme le pionnier de la technique des filets de fumée, encore utilisée de nos jours en aérodynamique. Au cours d'une autre expérience, il jumela son chronophotographe à un réservoir à vagues pour étudier le comportement des liquides. La lumière du soleil éclairait les particules en suspension dans le liquide. Pour rendre hommage à l'œuvre de Marais, un institut fut fondé, puis inauguré par un congrès international de physiologie. Ici, Lucien Bull, qui avait été l'assistant de Marais dans sa jeunesse, est en train d'expliquer le fonctionnement d'un chronophotographe dans les laboratoires de l'Institut. Cette séquence est extraite de La naissance du cinéma. Dans la conception de sa dernière caméra, Marais revint à l'idée du fusil photographique. Il élabora 2 prototypes utilisant du film 35 mm non perforé. Ce fusil photoélectrique conservé à la Cinémathèque française fut construit par Marais en 1899. La crosse contenait un moteur électrique relié à un accumulateur. Ici, la détente déclenchait le film. 2 bobines contenaient jusqu'à 30 mètres de film et dans cette région, à l'intérieur, se trouvait le presseur qui interrompait ou relâchait le mouvement du film au moment de la prise de vue. Ici, simplement, un obturateur rotatif, n'est-ce pas, et dans le bout, l'objectif. Le rouage commandant tout le mouvement de l'appareil se trouve dans cette région d'un bout à l'autre du fusil. La pellicule vierge est entraînée par un rouleau vers une platine où un mécanisme presseur la bloque par intermittence, puis elle passe devant l'obturateur rotatif. À la fin, le film est enroulé sur la bobine réceptrice. Cet appareil portatif est un précurseur des caméras légères des années ultérieures. Nous allons voir maintenant un petit film original de Marais. C'est une bande chronophotographique de 9 cm de large et sans perforation. Nous en avons retrouvé plusieurs centaines à la Cinémathèque française et avant que le temps ne les ait détruites, nous les avons fait contre-typer sur film moderne pour en garder l'image. Il faut mentionner tout spécialement les études de Marais sur la chute des animaux. L'exemple le plus impressionnant est celui du chat qui se retourne durant sa chute pour retomber sur ses pattes. Certaines séquences ont été enregistrées à 60 images secondes. Dès 1894, ces images furent projetées sur un zootrope à l'Académie des sciences
et engendrèrent de nombreuses discussions. Ces images de Marais, nous pouvons, aujourd'hui, les voir en mouvement. Les films chronophotographiques de Marais constituent une étape importante dans le développement d'un nouveau langage cinématographique. Ils sont les précurseurs des films actuels de recherche scientifique.